Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre notre réunion de ce jour avec l'examen d'une proposition de résolution européenne visant à mettre en place un cadre européen sur les relations contractuelles des centrales d'achat de la grande distribution avec les producteurs. Et je laisse tout de suite la parole à notre collègue Henri Alfandari qui est l'auteur de ce texte et qui va nous le présenter tout de suite. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Au cours des 10 dernières années, l'agriculture française a vu sa situation se dégrader de façon alarmante. Le revenu des agriculteurs, déjà sous pression, continue de baisser, menaçant directement la pérennité de nombreuses exploitations. Entre 2010 et 2020, le nombre d'exploitations a chuté de 20%, et avec lui la diversité et la résilience de notre modèle agricole. Ce déclin, alimenté par la concurrence accrue et par les faibles marges imposées par les acteurs en aval, met en danger notre souveraineté alimentaire et le rôle clé de nos territoires ruraux dans l'économie et la transition écologique. C'est dans ce contexte que cette proposition de résolution européenne prend tout son sens. Les centrales d'achat de la grande distribution jouent aujourd'hui un rôle déterminant dans le secteur de l'alimentation. En regroupant les commandes de plusieurs enseignes, elles permettent aux distributeurs d'obtenir des conditions plus avantageuses auprès des fournisseurs. Si cet outil de mutualisation peut être bénéfique pour négocier des prix compétitifs, en particulier dans un contexte inflationniste, il exerce néanmoins une pression notable sur les marges des producteurs, en particulier les plus petits. Les grands industriels, mieux armés pour résister à ces tensions, ne sont pas menacés au même degré que les petites exploitations, mais il convient de noter que leurs intérêts convergent souvent avec ceux des petits producteurs, car l'industrie dépend d'un approvisionnement stable et d'un volume suffisant pour fonctionner efficacement. Maintenir une agriculture diversifiée et résiliente est donc un enjeu commun à tous les maillons de la chaîne. Face à ces enjeux, la France a tenté d'apporter des réponses avec les lois Egalim, qui encadrent les relations commerciales entre producteurs et distributeurs. Ces lois, bien qu'imparfaites, constituent une avancée significative en matière de transparence et de rééquilibrage des négociations. Toutefois, elles restent limitées par leur caractère national. Les grandes enseignes de distribution, via leurs centrales d'achat établies à l'étranger, parviennent en effet à contourner ces dispositifs en profitant des différences entre les législations européennes. Cette stratégie affaiblit nos agriculteurs et compromet les efforts engagés pour garantir une rémunération équitable. Il est donc impératif que l'Union européenne intervienne pour combler ces lacunes. Tel est l'objectif de cette proposition de résolution européenne qui s'articule autour de 4 points. En premier lieu, elle propose une taxation des centrales d'achat multinationales inspirée du dispositif de taxation minimale de 15% adopté par l'OCDE. Une telle mesure permettrait de limiter l'intérêt des stratégies de contournement des règles nationales. Elle contribuerait également à alimenter les ressources propres de l'Union européenne tout en réaffirmant le principe d'équité fiscale. En deuxième lieu, elle appelle à un renforcement des contrôles des pratiques commerciales déloyales. La directive européenne de 2019, bien qu'utile, reste insuffisante pour protéger efficacement les producteurs et sa révision est nécessaire pour accroître la transparence des relations contractuelles et pour donner aux autorités européennes et nationales les moyens d'agir contre les abus. Cela passe par une coopération transfrontalière renforcée entre les États membres et par un cadre commun de régulation. En troisième lieu, elle préconise l'instauration d'un cadre législatif commun. En quelque sorte, un Egalim européen tel que l'a suggéré le président de la République le 1er février dernier, qui viserait à harmoniser les règles au niveau de l'Union afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs face à des centrales d'achat qui, aujourd'hui, bénéficient d'une position dominante dans les négociations. Enfin, cette résolution invite les États membres à mieux coordonner leurs efforts pour protéger les producteurs. Une action collective et harmonisée est essentielle pour éviter une fragmentation des règles et pour garantir des conditions de concurrence équitables sur l'ensemble du territoire européen. Ces propositions ne visent pas à stigmatiser les centrales d'achat ni à freiner l'activité économique des grandes enseignes. Elles cherchent à établir un équilibre aujourd'hui rompu et à garantir des relations commerciales justes et durables. Il s'agit de préserver une agriculture européenne diversifiée, résiliente et compétitive, en protégeant en priorité les acteurs les plus vulnérables de la chaîne alimentaire. L'Europe a les moyens d'agir pour relever ce défi. En adoptant cette résolution, nous signalerons aux autorités européennes le souhait français d'une régulation équitable, d'une souveraineté alimentaire renforcée et d'une union qui protège ses producteurs, soutienne ses industries et garantisse à ses citoyens une agriculture durable et solidaire. Je vous remercie de votre attention.
Et je vous invite bien sûr à soutenir cette proposition. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous en venons donc maintenant à l'expression des orateurs de groupe, en commençant par le groupe Horizon et Apparentés, et par Isabelle Roche pour 2 minutes 30. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, merci beaucoup pour cette proposition de PPRE qui est vraiment très importante. En effet, les agriculteurs dans toute l'Europe font face à des défis croissants liés aux coûts de production, aux normes sanitaires, aux impératifs de transition écologique et aux aléas climatiques qui induisent des charges financières supplémentaires. Et celles-ci sont souvent supportées sans une compensation suffisante sur le prix de vente. Et pour pallier ce déséquilibre, la France a adopté les lois Egalim. Ces lois permettent de renforcer l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole. En effet, elles ont été adoptées entre 2018 et 2023 et renforcent la capacité de négociation des producteurs face aux distributeurs, et cela par la conclusion de contrats écrits pluriannuels prenant en compte les coûts de production. Or, il y a un débat juridique sur le droit applicable aux centrales d'achat européennes basées dans d'autres pays européens. Et il est essentiel que ces centrales d'achat ne puissent pas contourner le droit français en négociant des prix sur le fondement de normes moins contraignantes. La loi Egalim 3 s'applique pour tous les produits commercialisés en France, qu'ils soient issus d'Europe ou d'ailleurs. C'est pour cela que la France a proposé, suivie en cela par le commissaire européen au marché intérieur d'alors, une loi Egalim européenne. Notre groupe est conscient de la diversité des règles et pratiques commerciales européennes à travers le continent et nous sommes convaincus que l'ensemble des agriculteurs européens tirerait un bénéfice majeur de la mise en place d'un cadre législatif commun régissant les relations contractuelles avec les centrales d'achat et donnant un plus grand pouvoir de négociation aux producteurs. Par conséquent, le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur de cette proposition de résolution européenne. Je vous remercie. Merci, madame la députée. Monsieur le rapporteur, si vous voulez répondre. Ton micro. Merci, monsieur le président. Je vous remercie, chers collègues. Je pense que vous avez à juste titre rappelé les 2 préoccupations majeures qui nous occupent, qui est que nous avons produit finalement une transparence sur les coûts de production et il n'y a pas de transparence sur les marges de la grande distribution, et donc on a encore accéléré le déséquilibre dans la négociation. Et par ailleurs, on a donc, à travers les centrales d'achat au niveau européen, un risque de contournement de nos lois qui est défavorable à nos producteurs. En aucun cas, nous ne remettons en cause la liberté d'installation de ces centrales, mais en revanche, on a des objectifs, tant en termes sanitaires que de sécurité alimentaire et de revenus de nos producteurs. Et donc, on veut les remplir. Et ça, a priori, c'est là où s'arrête le droit national et là où commence le droit européen. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Guillaume Bigot pour le groupe Rassemblement National. Et pour 2 minutes 30. Merci, monsieur le président. Chers collègues, cette proposition de résolution européenne prétend protéger nos agriculteurs en régulant les centrales d'achat à l'échelle européenne et en étendant donc la logique des lois Egalim au plan continental. Alors, disons-le tout de suite, le but recherché, qui est le même que celui visé par les lois Egalim, c'est-à-dire protéger nos producteurs, et qui n'est déjà pas atteint ce but au plan national, ne le sera pas davantage au plan européen. En revanche, nous allons encore renier notre souveraineté au profit d'une organisation internationale qui mine chaque jour davantage notre pacte républicain. Sous prétexte de réguler les centrales d'achat à l'échelle européenne, cette proposition de résolution me semble servir une nouvelle louche d'huile de foie de morue européenne. Ce mécanisme spécifiquement européen consistant à engendrer un problème en raison des contraintes européennes pour ensuite justifier que l'on arrête des solutions européennes pour revenir à bout mérite qu'on s'y arrête. Depuis 2016, les centrales d'achat européennes se sont multipliées, comme autant de chevaux de Troie pour contourner nos lois nationales dites Egalim. Eurelec et Aura en Belgique, Eureka en Espagne permettent à des opérateurs de la grande distribution d'échapper aux contraintes Egalim. Ces centrales d'achat permettent de rééquilibrer leur poids de marché face à certaines multinationales de l'agroalimentaire. Mais rappelons que l'essentiel des dispositifs Egalim, d'ailleurs, se concentre, au plan national, sur la relation entreprise, agroalimentaire, distribution. L'agriculteur ayant déjà, à ce stade, été bien ou mal rémunéré par l'entreprise agroalimentaire. Les lois Egalim concernent également le dernier maillon de la chaîne, soit la transaction entre le distributeur et le consommateur, cette fois. Et donc, au final, peu l'agriculteur, le producteur. Et l'encadrement des promotions, le seuil de revente à perte à plus 10%, la non-négociabilité de la matière première agricole, tout cet empilement technocratique repose en réalité sur une théorie du ruissellement qui ne fonctionne pas puisqu'elle part du
bas vers le haut, ne concernant que de manière marginale l'agriculteur, le producteur, que l'on cherchait à protéger avec les lois Egalim, tout en engendrant un effet inflationniste, in fine, pour le consommateur. Alors, les grandes centrales d'achat européennes ne concernent que 50 des plus gros industriels, pendant que nos PME françaises subissent, elles, une concurrence déloyale. Alors que rien ne prouve qu'Egalim, au plan national, ait mieux rémunéré les agriculteurs, il a incontestablement, ces dispositifs Egalim au pluriel, au plan national, ont incontestablement renforcé le pouvoir de négociation des industriels, leur permettant de gonfler leurs marges au détriment des consommateurs. Étendre à présent ces dispositifs à l'échelon européen produira donc les mêmes effets qu'à l'échelle nationale, ne pas mieux rémunérer nos producteurs, tout en étant inflationniste pour le consommateur. Ce projet de résolution prévoyant de taxer à l'échelle européenne les centrales d'achat tend également à créer un impôt qui ne sera pas consenti par les législateurs et à créer de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne, qui seront donc hors du contrôle du législateur. Ceci est, comme tout ce qui a été réalisé depuis le traité de Lisbonne, en violation de l'article 3 de notre Constitution. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Votre micro. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je sais que vous reviendrez avec un amendement qui illustrera votre propos. Je pense que vous faites deux erreurs dans votre analyse qui, à mon sens, sont majeures. C'est, la limite des lois Egalim en France et que nous demandons aux producteurs de faire une transparence sur ces coûts constitutifs et que nous ne demandons pas de transparence aux distributeurs. Ce faisant, généralement, ce n'est pas des négociations qui se passent bien. Donc là, ce que fait la résolution européenne, c'est de demander une transparence sur les marges des distributeurs, chose qui fait que la mécanique sera donc complètement différente. Et la deuxième chose sur laquelle, à mon sens, vous faites une erreur, c'est que j'entends votre point de vue, mais si demain, vous étiez dans un espace franco-français, en quoi vous interdiriez la grande distribution d'avoir des centrales d'achat dans d'autres pays européens? En quoi vous pourriez vous protéger de ça, hormis mettre des droits de douane massifs, des interdictions d'établissement, etc. Vous ne pourriez pas. Donc la seule manière de faire, c'est qu'avec les partenaires européens, on considère que c'est un sujet commun et qu'on le régule. Merci beaucoup. La parole est à Constance Le Grip pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le groupe Ensemble pour la République va apporter son soutien à cette proposition de résolution européenne initiée par notre collègue Henri Alfandari. Cette proposition de résolution européenne traite en effet d'une problématique majeure, la nécessité de rééquilibrer les relations entre les centrales d'achat de la grande distribution et les producteurs, tout spécialement les producteurs agricoles. Ces relations souffrent toujours d'un déséquilibre structurel qui fragilise les acteurs agricoles, bien sûr, mais nuit également au bon fonctionnement du marché intérieur européen. Nous soutenons ce texte parce que nous pensons qu'il a le mérite de proposer des mesures cohérentes. Il est juste d'envisager que les centrales d'achat qui bénéficient d'une position dominante contribuent équitablement au financement des politiques européennes, notamment via une taxation adaptée, une nouvelle ressource propre pour l'Union européenne. Il est nécessaire également que les pratiques anticoncurrentielles, déloyales, abusives soient davantage encadrées et sanctionnées, car elles mettent en péril la capacité de nos filières agricoles et alimentaires à faire face à leurs nombreux défis. Enfin, le renforcement des capacités de négociation des producteurs européens à travers un cadre législatif européen commun serait une avancée essentielle pour restaurer l'équilibre dans les relations. Et nous voyons clairement que ce texte, ça a été revendiqué par vous d'ailleurs, monsieur le rapporteur, s'inscrit dans la proposition qui avait été faite par les autorités françaises, par le chef de l'État le 1er février dernier, d'un Egalim européen, d'aller donc plus loin que la révision du cadre législatif européen actuel, c'est-à-dire la directive de 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations inter-entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Voilà la dénomination exacte de cette directive. Et nous souhaitons aller plus loin. C'est en ce sens que nous soutenons cette proposition de résolution européenne avec
toutefois un léger bémol, une légère vigilance de notre point de vue sur la rédaction actuelle de l'un des alinéas de votre proposition de résolution européenne, monsieur le rapporteur, l'alinéa 11, qui nous semble être de nature, encore une fois, dans le texte actuel, à pouvoir entraîner quelques effets de bord juridiques indésirables. Et nous souhaiterions donc pouvoir affiner, retravailler un peu ce texte par voie d'amendement. On y viendra peut-être tout à l'heure pour lever quelques ambiguïtés ou quelques incertitudes ou risques de fragilisation juridique. Mais encore une fois, c'est un signal fort que votre texte porte et nous le soutenons. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Je vous donne tout à fait raison sur les besoins de rééquilibrage de la relation, sur le fait de pouvoir sanctionner des mauvaises pratiques aussi. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est que souvent, la France pêche en Europe par son absence. Et que c'est bien en défendant des positions françaises à l'intérieur de l'édifice européen, en respect et en collaboration avec nos partenaires, des choses qui viendront, par exemple, sur la renégociation de la PAC. Ça fait partie du sujet dont nous sommes en train de parler, que nous arrivons à aboutir à des politiques cohérentes qui sont au bénéfice de l'ensemble des États membres. Et enfin, bien sûr, je ferai droit à la remarque que vous faites sur la question de l'alinéa 11. Il y a des choses qui ont été entamées par la DGCCRF. Il ne faudrait pas fragiliser les procédures en cours, et donc on adaptera ceci. Merci beaucoup. La parole est à Mathilde Digné pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Effectivement, le recours aux centrales d'achat par la grande distribution s'est fortement développé au cours de la dernière décennie. Et je pense qu'au-delà des conséquences que cela crée, posons-nous la question de pourquoi il s'est fortement développé. Effectivement, les centrales d'achat, elles permettent de massifier les achats dans l'objectif de réduire les coûts dans un contexte de concurrence croissante et de marché mondialisé. Et c'est bien là le problème. Déjà, cette pratique déséquilibre le rapport de force au moment des négociations commerciales. En effet, les 4 premières centrales d'achat françaises concentrent 92,2% des ventes en valeur de produits de grande consommation. Dès lors, comment les industriels et les producteurs pourraient se passer, ne serait-ce que d'une seule de ces centrales? C'est impossible tant elles concentrent une part importante des débouchés de leurs produits. Donc, comme vous le dites dans votre rapport, les objectifs des lois EGalim sont louables, mais cette hyper-concentration est au cœur des problématiques qui ont lieu lors des négociations commerciales. Sans régulation, sans garde-fou, ces centrales d'achat seront donc toujours en position de force dans les négociations. Pour garantir un prix juste aux agriculteurs, nous devons leur garantir un prix rémunérateur qui prenne en compte les coûts de production, mais aussi leurs revenus. Ce que ne font pas les lois EGalim. Dès lors, il apparaît difficile de penser que les dispositions de ces lois fonctionnent au niveau européen. Par ailleurs, les lois EGalim, elles reposent sur une contractualisation qui a déjà du mal à se développer en France. La contractualisation ne pourra pas fonctionner sans filière structurée et sans mesures empêchant les acheteurs de contourner les organisations de producteurs. Impossible donc sans sanctuarisation d'un prix rémunérateur des agriculteurs, mais également sans régulation des marges des industriels et des distributeurs. On comprend ici que la pratique des centrales d'achat permet de négocier de meilleurs prix, mais à qui profite-t-il ? Pas aux agriculteurs, donc, puisque vous évoquez que dans la filière laitière, un rapport de la FNH a démontré qu'en 20 ans, les marges de la grande distribution ont augmenté de 188%, celles de l'industriel de 46%, tandis que celles des éleveurs ont diminué de 4%. Il s'agit pourtant de la filière où la contractualisation, telle que prévue par les lois EGalim, est le plus développée. Cela ne profitera pas aux consommateurs non plus, puisque la pratique des centrales d'achat a plutôt tendance à lisser les prix entre les enseignes. C'est pourquoi nous pensons qu'en plus de la transparence sur les marges, nous devons mettre en place un encadrement de celles-ci. Et globalement, nous soutiendrons cette proposition de résolution. J'y ai apporté quelques amendements. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vous remercie, chers collègues. En effet, vous l'avez rappelé, la massification permet de réduire les coûts d'achat. C'est quelque chose auquel on peut difficilement s'opposer. En revanche, ce qui est gênant, c'est la manière dont cette réduction de coûts impacte la rémunération du producteur. Et là-dessus,
il faut un moment aussi qu'on soit clair. Et il y a quelque chose qui est en filigrane derrière. Tous nos partenaires européens n'ont pas ce rapport avec les centrales d'achat. C'est un problème, encore une fois de plus, hélas, souvent très français. Et que, pourquoi? Parce que tout simplement, on a toujours soutenu dans ce pays les équilibres macroéconomiques en favorisant la consommation. On a donc favorisé la grande distribution et que derrière, comme nous créons moins de valeur, nous donnons une injonction de protéger le pouvoir d'achat des Français. Et donc, on demande à la grande distribution de protéger le pouvoir d'achat des Français. Derrière, il y a, comme on l'a déjà dit, une transparence qui est demandée aux producteurs sur ses coûts de production et aucune transparence sur les marges de la grande distrib. Donc, comment se fait la négociation? La grande distrib rentre dans la négociation en demandant aux industriels de faire une réduction de leur marge qui est immédiatement après répercutée sur le producteur. Et donc on n'arrive jamais à répercuter le coût de son travail dans la négociation. Donc c'est ça qu'il faut arriver à rééquilibrer. Donc on le rééquilibre comment? Toujours pareil, en demandant à ce que la grande distribution, elle aussi, montre ses marges, ce qui fait que le producteur, dans la négociation, aura une idée de la manière dont il conduit sa négociation, et que si derrière il y a un jeu malsain qui consiste à lisser les choses et que ça ne soit même pas au profit du consommateur, que ça se voit. Donc voilà, ça fait partie des réponses qu'on peut faire. Après, vous l'avez dit très justement, il y a aussi une logique d'organisation des filières. C'est un point d'amélioration, ce n'est pas un point suffisant, mais c'est un point d'amélioration. Mais l'organisation des filières fait partie de la logique aussi. Merci beaucoup. J'ai encore une demande de prise de parole. Sylvie Josserand pour le groupe Rassemblement National et pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, l'Union européenne a besoin d'argent, toujours plus d'argent. Sous couvert de la recherche d'une protection plus grande des agriculteurs, votre proposition de résolution poursuit l'objectif, je cite, d'alimenter l'Union en nouvelles ressources propres. Il s'agit d'un objectif qui implique la création d'une nouvelle recette fiscale pour abonder le budget européen. Or, les centrales d'achat ne manqueront pas de répercuter les taxes qu'elles subissent sur leurs propres co-contractants. Vous avez évoqué à l'instant la répercussion des marges sur les producteurs. Ma question est donc la suivante. Pouvez-vous expliciter, monsieur le rapporteur, en quoi une taxe imposée aux centrales d'achat multinationales, reversées directement au budget de l'Union européenne, pourrait être bénéfique au secteur agricole français? Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Chers collègues, vous savez, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc la question, c'est ce qu'on veut, c'est que la Commission européenne se saisisse de ce sujet et que l'échelon européen s'en saisisse. Donc aujourd'hui, il ne voudra pas manquer que l'Union européenne est inquiète sur ses budgets et cherche régulièrement à trouver des ressources propres. Donc ce n'est pas forcément inintéressant d'y intéresser par ce biais-là. Et la deuxième chose, c'est une résolution, c'est une invitation. Il est nullement écrit que la solution doit être une taxe de 15%. On leur dit de s'inspirer de ce qui a été fait sur la taxe de 15%. Il pourrait y avoir d'autres possibilités. C'est ce que nous a dit la FNSEA durant les auditions. On pourrait très bien imaginer un système qui récompense plutôt ceux qui travaillent au niveau local. Enfin, il y aura plein de manières de faire. Le tout, c'est de traiter le sujet, de s'en saisir au niveau européen, parce qu'il n'y a que par le droit européen qu'on pourra le réguler à l'échelon européen, et de trouver des outils de régulation et d'équilibre qui sont fonctionnels. En rien, il est écrit que ça sera une taxe de 15%. C'est de s'inspirer d'une logique comme ça, de s'inspirer d'une logique qui a permis d'avoir un accord large avec la plupart des acteurs pour que les choses soient applicables. Merci beaucoup. Nous en venons donc maintenant à l'examen des amendements, en commençant par l'amendement numéro 1 de M. Bigot. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Reprenons. Le but des lois Egalim consiste à garantir une juste rémunération aux agriculteurs. C'était leur propos. Et ce travail des lois Egalim devrait se concentrer, me semble-t-il, sur le premier achat entre le producteur et le premier acheteur en garantissant un prix minimum. Les lois Egalim
n'y parviennent pas au plan national, je ne vois pas comment transposer à l'échelon européen, on aurait de meilleurs résultats. En fait, seule une sanctuarisation du prix rémunérateur lors de la négociation amont protégerait les agriculteurs, sans effet inflationniste pour les consommateurs et sans usine à gaz normative. De surcroît, je défends cet amendement de suppression car ce texte illustre parfaitement la mécanique de l'Union européenne, c'est-à-dire créer des problèmes pour ensuite prétendre les solutionner avec plus d'Europe. Regardons les faits. Depuis 2016, l'Union européenne a permis la création de centrales d'achat transnationales comme Eurelec, Ora, je les ai citées tout à l'heure en Belgique, Eureka en Espagne. Ces structures, en exploitant les différences de législation entre pays membres, contournent allègrement nos lois nationales de protection agricole. Et maintenant que ce système a fragilisé notre agriculture, qu'est-ce que nous proposons? Un égalim européen, c'est-à-dire une nouvelle couche de bureaucratie européenne, de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne, comme l'a souligné ma collègue. C'est toujours la même méthode, l'Europe crée le problème, puis se présente comme la solution. Et cette PPR s'inscrit, à mon avis, parfaitement dans ce schéma bien rodé que nous connaissons déjà. En matière d'immigration, Schengen crée la libre circulation des étrangers, puis on nous vend Frontex. Pour l'industrie, la combinaison d'une monnaie surévaluée et d'un libre-échange naïf lamine notre tissu industriel. On nous propose des champions européens, une relance européenne. Pour l'énergie, le marché européen de l'électricité contribue à mettre à plat notre filière nucléaire et faire flamber nos prix. Et on nous impose une transition énergétique européenne pour corriger le tir. Bon, je pense qu'il faut dire assez de cigarettes qui dégagent les bronches des Européens et peut-être arrêtons de fumer, ce serait peut-être plus simple. Donc la solution ne me semble pas dans plus d'Europe, mais dans la protection de notre souveraineté nationale. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis? Le discours est rodé, mais hélas, comme je vous l'ai expliqué avant, c'est un problème qui est essentiellement français. En fait, les rapports des producteurs dans la grande distribution, chez nos partenaires européens, pour l'ensemble d'entre eux, il y a beaucoup moins ce problème. Les producteurs peuvent faire des augmentations de prix et répercuter leurs coûts de production. C'est parce qu'en France, on a donné une injonction à la grande distribution de protéger le pouvoir d'achat des Français qu'on a essentiellement ce problème. Et je vous le répète, demain, vous sortez de l'Union européenne, vous n'empêcherez pas des centrales d'achat françaises de se faire dans d'autres pays de l'Union et vous n'arriverez pas à les réguler. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que ce sujet-là, c'est un sujet qui se traite au niveau européen. Et par ailleurs, quand vous dites qu'il faut fixer un coût d'achat pour le producteur, vous allez descendre dans chaque exploitation pour savoir à quel prix vous fixez la vente de chaque produit dans chaque exploitation? Non, mais ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Donc, vous pouvez faire une économie dirigée, on sait ce que ça donne. Ça ne marche pas. Donc, le principe, c'est d'abord de rééquilibrer la négociation. Aujourd'hui, elle est complètement déséquilibrée. Ça, c'est l'essentiel. Pour y arriver, il y a la question de la transparence des deux côtés. Il y a effectivement, et ça a été dit, l'organisation des filières. Plus vous avez de poids, mieux c'est. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il est écrit dans le rapport qu'il y a quelque chose qui fait que l'intérêt des petits producteurs et de l'industrie se rejoint, tout simplement parce que l'industrie, un outil industriel, il est dimensionné d'une certaine taille pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être rentable. Et que s'ils n'assurent pas leurs approvisionnements, ça leur coûte beaucoup plus cher. Donc ils sont dans le même bateau. Donc la question, c'est comment on rééquilibre le pouvoir de négociation avec la grande distribution. Défavorable. Merci. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune en commençant par le numéro 4 de Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Oui, je faisais allusion tout à l'heure dans mon propos liminaire à notre souhait de modifier légèrement la rédaction de l'actuel alinéa 11, parce qu'il nous semble important de ne pas avoir de formulation qui laisserait entendre que le principe même de la création de centrales d'achat européennes serait inconvenant, ne serait pas pertinent. Ça a été dit par plusieurs intervenants. La création de centrales d'achat européennes vise un objectif légitime, me semble-t-il, en tout cas pour moi
moi qui suis favorable à l'économie de marché, l'économie sociale de marché, certes, mais l'économie de marché, à savoir la massification, la mutualisation des achats en grand nombre auprès de fournisseurs actifs dans divers pays européens pour essayer d'avoir les meilleures conditions possibles. Et donc la formulation qui pourrait laisser croire qu'on remettrait en cause l'existence même de ces centrales d'achat me semble devoir être vue avec une certaine circonspection. Et donc je proposerais également, parce que la DGCCRF nous a clairement fait valoir la situation juridique qui prévaut à l'heure actuelle, eu égard aux différents litiges et contentieux qui existent entre certaines centrales d'achat européennes et l'administration française, qu'il pourrait y avoir matière à réécrire. Donc c'est le sens de l'amendement que nous proposons, où nous souhaitons être moins, je dirais, aigu dans certaines formulations, donc évoquer des pratiques contraires qui pourraient éventuellement, dans certains cas, être des pratiques contraires aux dispositions de la loi française, etc. Enfin, le texte de l'amendement. Merci beaucoup. L'amendement numéro 5, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Chers collègues, je comprends parfaitement la raison pour laquelle vous faites cet amendement. Effectivement, ça a été dit par la DGCRF, il pourrait laisser croire que le travail n'est pas fait et mettre en risque un certain nombre de procédures qui sont en cours. C'est pour ça que, si vous voulez, je trouve votre rédaction un petit peu trop forte, même si je ne suis pas en désaccord. Néanmoins, je préférerais, si vous le voulez bien, plutôt se porter sur l'amendement suivant, le numéro 5, qui serait moins radical en disant, en ajoutant au mot permet, le principe de semble permettre le contournement, ce qui garde l'objectif mais qui ne met pas en danger les procédures actuelles. Donc si vous le voulez bien, ce que je vais faire, c'est que je vais émettre un avis de sagesse parce que je ne suis pas en désaccord avec ce que vous me proposez. Je préférerais que vous le retiriez au profit du 5. Merci beaucoup, Madame Le Grip. Très bien. Alors, donc, mettons qu'au voit l'amendement numéro 4 qui a reçu un avis de sagesse du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je mets au voix l'amendement numéro 5 qui est pour. Oui. Ah. Oui. Et nous ferons droit à la correction de la faute d'orthographe. Corrige la faute d'orthographe, semble corrigée. Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 6, monsieur Alfandari. Oui, alors, dans la même veine des remarques de notre collègue Madame Le Grip, ce sont des améliorations liées à des remarques qui nous ont été faites par la DGCRF et les organisations agricoles sur le fait d'accroître la transparence dans les relations contractuelles et les centrales d'achat des producteurs, d'élargir la liste des pratiques prohibées afin d'inclure les pratiques commerciales abusives, puisqu'on n'en parlait pas, et ça c'est sur la régulation et la sanction éventuelle de ces mauvaises pratiques, c'était important de rajouter ça, et de remplacer dans l'article 1er les seuils de chiffre d'affaires par un seuil minimal de volume d'achat de produits agricoles et alimentaires, afin que la directive puisse s'appliquer aux acheteurs et aux fournisseurs indépendamment de leur chiffre d'affaires. Parce qu'effectivement, la taille des chiffres d'affaires rendait les choses assez inapplicables sur les petits producteurs. Donc il fallait sortir de cette problématique-là. Et quand on regarde le réel fonctionnement des centrales d'achat, il y a une vraie question sur les volumes. Et donc ça nous semblait important d'apporter ces modifications. Très bien, je le mets aux voix. Qui est pour? Pardon. Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 2, Madame Igné. Merci, Monsieur le Président. Sous prétexte du secret des affaires, il est bien difficile de connaître les marges exactes de la grande distribution. C'est notamment ce qu'a pu nous confier l'Observatoire de la formation des prix et des marges, qui a beaucoup de difficultés à obtenir ces données. Et au-delà de cette nécessité de transparence,
Il faut un véritable encadrement des marges afin d'éviter l'inflation des prix alimentaires au profit des grands groupes, sans que jamais cette augmentation n'aboutisse à une augmentation du prix agricole. C'est le cas notamment sur la bio. Une étude de l'UFC Que Choisir a démontré qu'en moyenne, sur 24 fruits et légumes, les marges brutes sont 75% plus élevées en bio qu'en conventionnel. Et on ne peut pas laisser la grande distribution faire du profit sur les produits bio ou les labels de qualité en faisant croire aux consommateurs que la cherté du produit est uniquement à cause du prix de la matière première agricole qui serait plus élevé. Je vous remercie. Votre avis, monsieur le rapporteur? Merci, cher collègue. Je l'entends ce que vous dites, mais je crois profondément qu'en renforçant le pouvoir des petits producteurs à l'intérieur de la négociation et en assurant une transparence sur les marges, on arrivera à de bons effets là-dessus. Et réellement, encadrer des prix, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué et où généralement on crée plus de distorsions que de fluidité. Donc je serai contre votre amendement. Très bien, je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 7, monsieur le rapporteur. Merci. Oui, c'est un amendement qui nous a été inspiré par la réponse de la DGCCRF dans le cadre des travaux préparatoires de cette résolution. Il vise à ce que soit favorisé au niveau européen une approche plus générale de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales. Et ça ne s'adresse pas à la même directive qu'on avait visée à la base. Donc c'est pour réintégrer aussi cette directive. Et on pense toujours à la distorsion de concurrence, mais la pratique déloyale, c'est aussi autre chose. Et ça aurait été dommage de passer à côté. Très bien. Je mets aux voix l'amendement du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 3, Madame Igné. Merci, Monsieur le Président. L'objectif des lois Egalim était donc d'améliorer le revenu des agriculteurs et les mobilisations du monde agricole nous ont démontré que ce n'était pas le cas. Déjà, donc, si les lois Egalim sanctuarisent le prix de la matière première agricole, elles ne posent à aucun moment la question du revenu des agriculteurs. C'est pour avoir un salaire et une retraite décente, il ne suffit pas d'amortir ses coûts de production. Cela vaut pour n'importe quelle entreprise. Donc, les lois Egalim sanctuarisent un prix insuffisant qui n'est même pas respecté. C'est effectivement un indicateur qui est censé permettre la fixation du prix, mais ce n'est pas l'élément central. Ensuite, le producteur est censé fixer son prix et ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple de Lactalis, c'est l'entreprise qui vient dire aux agriculteurs « Voici votre paye de lait, vous êtes payé tant ». C'est pourquoi nous considérons que le gouvernement français doit soutenir la notion de prix rémunérateur garanti pour l'ensemble des producteurs agricoles européens. Il n'est pas ici question de définir un prix rémunérateur commun à l'Union européenne, puisque ce dernier dépend largement du contexte national et même local. Il s'agit de soutenir l'idée que les agriculteurs doivent être rémunérés à la hauteur de leur travail. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur? Alors, chers collègues, je suis pas fanat parce que je trouve la rédaction un peu restrictive, mais en même temps, on poursuit exactement le même objectif que vous là-dessus. Il y aura, comme je l'ai dit, aussi la question de la PAC et de la manière dont on renégociera la PAC. Donc, je donnerai un avis de sagesse sur votre amendement. Très bien. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis de sagesse. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous en avons fini avec l'examen des amendements. Je mets donc aux voix l'article unique de la proposition de résolution, qui est pour, qui est contre. L'article unique est adopté et la proposition de résolution ainsi modifiée est par conséquent adoptée également. Félicitations, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président, et je tenais à remercier monsieur Savoie qui m'a accompagné et a pris au pied levé l'examen de cette résolution en très peu de temps. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Il me reste à faire une nomination de rapporteur sur un rapport d'information qui est relatif à l'Union des marchés de capitaux. Donc j'ai reçu la candidature de Charles Rodwell pour être co-rapporteur aux côtés de notre collègue Sylvie Josserand, qui était déjà nommée précédemment. S'il n'y a pas d'objection, je vous propose que l'on procède ainsi. Et notre prochaine réunion, ce sera mercredi prochain à 15h. C'est un état des lieux des plans stratégiques nationaux en matière agricole présenté par André Chassaigne et Nicole Lepay. Bonne fin de journée. Merci, monsieur le président.